merci. Le dernier sujet qu'on souhaite aborder, c'est celui évidemment des organes génitaux externes. Je remercie Aude Fléchon, qui est médecin oncologue, qui est en ligne et qui s'est rendu disponible au milieu de sa consultation. Merci Aude. Elle Merci. participe depuis de nombreuses années au comité de cancérologie organes génitaux externes, qui est animé par Thibaut Murez, et Aude est très attentive justement à ce qu'on n'oublie pas les organes génitaux dans le spectre des tumeurs urogénitales. Et donc, elle va vous parler des stratégies de désescalade. Tu nous entends bien, Aude? Oui, moi je vous entends très bien et moi vous m'entendez? C'est même un peu fort. Bon, Et est-ce que tu as le contrôle de tes diapos, Aude? C'est bon? normalement, oui, je Vous... vérifie que ça se passe bien. Est-ce que vous les voyez déjà? Ouais, c'est bon. Ouais, bon bah c'est bon. Donc bah merci beaucoup Morgane pour m'avoir invité pour justement discuter de la prise en charge des tumeurs germinales et je ne parlerai que des tumeurs germinales séminomateuses pures du testicule et on va surtout se focaliser sur les tumeurs de stade 2 où c'est là où il y a des études de désescalade et de diminution des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Alors, déjà, au niveau des tumeurs germinales séminomateuses, il faut savoir que ça reste des tumeurs rares, puisqu'à peu près on a 2800 malades qui ont une tumeur germinale, que ce soit les non-séminomes et les séminomes, et à peu près 60% ont des tumeurs germinales séminomateuses. Les tumeurs germinales séminomateuses sont en général des tumeurs qui évoluent plutôt lentement que les tumeurs non séminomateuses et touchent l'homme entre 35 et 45 ans. Et en fait, on a très peu de malades qui arrivent au stade métastatique pour les séminomes. La plus grande partie des tumeurs est diagnostiquée à un stade 1. Et on va avoir soit des malades qui ont un stade 1 qui vont présenter une évolution, soit des malades que l'on va diagnostiquer directement à un stade 2. Et donc, on va voir un petit peu les différentes possibilités de prise en charge. Alors, comment définit-on un séminome de stade 2? Ce sont des malades qui ont des ganglions qui doivent être compris entre 1 cm et plus de 10 cm et on va les classer en stade 2A pour des ganglions entre 1 et 2 cm, 2B entre 2 et 5 cm et les stades 2C, ce sont des lésions ganglionnaires rétropéritonéales de plus de 5 cm. Hein, comme vous le savez, les tumeurs germinales vont évoluer le plus souvent avec une atteinte ganglionnaire rétropéritonéale, latéralisée en latéro-aortique pour les tumeurs du testicule gauche et le plus souvent en inter-aortique au cave pour les tumeurs du testicule droit. Alors, quelles sont aujourd'hui les recommandations standards de la prise en charge des séminomes de stade 2? Eh bien, tout d'abord, de voir au cours du temps ce qui s'est passé pour la prise en charge de ces tumeurs. À gauche, vous avez les tumeurs de stade 2A et à droite, les tumeurs de stade 2B. On voit qu'au cours du temps, la place de la radiothérapie commence à diminuer en termes de recommandations et la place de la chimiothérapie prend de plus en plus d'importance, surtout pour les stades 2B. La radiothérapie reste encore aujourd'hui un standard pour les tumeurs de stade 2A, c'est-à-dire avec des ganglions inférieurs à 2 cm. Alors, en ce qui concerne la radiothérapie, eh bien, elle est assez standard hein, jusqu'à maintenant. Il y a eu une désescalade de la radiothérapie dans les années 90-2000. Avant, on irradiait le médiastin. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. On a des accélérateurs qui sont différents. Et pour les tumeurs de stade 2A, la dose est assez faible. C'est 30 gray en 15 fractions. Et pour les stades 2B, il y a une dose un petit peu plus forte, 36 gray en 18 fractions, avec un champ qui va être en lombo-aortique et en général, on prend la branche iliaque du côté où il y a la tumeur du testicule. Il y a eu une méta-analyse pour voir un petit peu l'évolution des malades après soit une radiothérapie, soit après une chimiothérapie, car la vraie question est pour ces malades qui ont des petites lésions, vaut-il mieux réaliser une radiothérapie ou faut-il mieux réaliser une chimiothérapie en termes d'efficacité et aussi de diminuer les effets secondaires?
Alors, ce que l'on observe pour les malades qui ont un stade de 2A et un stade de B, c'est que lorsque vous avez un stade de 2B, vous avez moins de risque de rechute lorsque vous recevez de la chimiothérapie que lorsque vous recevez de la radiothérapie. C'est ce que nous disent ces nomogrammes. Par contre, en ce qui concerne la survie, là c'est sur cette diapositive, eh bien vous voyez qu'il n'y a aucun bénéfice supplémentaire de faire soit de la radiothérapie, soit de la chimiothérapie. Il y a une efficacité et une survie qui est excellente, quel que soit le choix du traitement, car comme vous le savez, ces tumeurs germinales séminomateuses sont d'excellents pronostics, surtout pour les stades 2, avec des taux de guérison de plus de 95%. On en reparlera tout à l'heure. Alors, les effets secondaires de la radiothérapie, c'est quoi? C'est le plus souvent des nausées, des vomissements, un risque de diarrhée, car sur la zone qui est irradiée, eh bien, vous avez les intestins qui sont juste derrière. En ce qui concerne la chimiothérapie, vous avez des toxicités aiguës qui sont plus importantes, avec un risque de thrombopénie, neutropénie, un risque de nausée, de toxicité au niveau neurologique avec des neuropathies et des toxicités aussi auditives. Donc, on a des effets secondaires immédiats plus importants avec la chimiothérapie, mais peut-être moins importants à long terme. Aujourd'hui, quelles sont les recommandations de l'AFU pour la prise en charge des tumeurs germinales séminomateuses pures pour des petits ganglions inférieurs à 3 cm? Eh bien, aujourd'hui, la radiothérapie reste le standard, mais on peut proposer une chimiothérapie à base de cisplatine comprenant de l'étoposide et de la bléomycine. Pour les tumeurs germinales séminomateuses métastatiques avec des ganglions de plus de 3 cm, le traitement standard aujourd'hui est très clairement une chimiothérapie. Alors pour les autres guidelines au niveau européen, au niveau du consensus de l'ESMO, eh bien, on a de toute façon les mêmes recommandations avec la réalisation pour les stades 2A, soit d'une radiothérapie, soit d'une chimiothérapie, et pour les stades 2B, une recommandation forte pour la réalisation de la chimiothérapie. Comme j'ai dit tout à l'heure, le pronostic de cette tumeur est excellent et aujourd'hui, on a une classification qui est déjà ancienne puisqu'elle datait de 97. Elle a été réactualisée en 2020. Ces classifications sont importantes car elles permettent de déterminer le nombre de cycles de chimiothérapie que vous allez faire à un malade en fonction du taux de LDH et de la présence ou non de métastases viscérales hors pulmonaire. Alors, quelles sont les métastases viscérales les plus fréquentes en dehors du poumon pour une tumeur germinale séminomateuse? Eh bien, le plus souvent, c'est une atteinte métastatique osseuse. On peut aussi voir des localisations métastatiques pulmonaires. Il y a donc deux groupes, le bon pronostic et le pronostic intermédiaire. Pronostic intermédiaire, présence de métastases viscérales hors pulmonaire et ou une élévation des LDH supérieure à 2,5 fois la normale. Le pronostic va être différent pour ces malades et on voit que pour les malades avec une tumeur de pronostic intermédiaire, les taux de guérison sont un petit peu moins importants. J'ai une diapositive après et on regardera effectivement les taux de survie pour ces malades. Quand vous traitez un malade par radiothérapie ou par chimiothérapie pour un stade de 2A, le taux de rechute, alors il y a toujours un risque de rechute malgré les traitements que vous faites, le taux de rechute est à peu près similaire que ce soit une radiothérapie ou une chimiothérapie de l'ordre de 5-7%. Par contre, quand vous faites une radiothérapie pour un stade de 2B, eh bien, vous avez un risque de rechute bien plus important avec une radiothérapie par rapport à une chimiothérapie standard où les taux de rechute sont aux alentours de 5%. Raison pour laquelle aujourd'hui, on propose, comme vous l'avez vu dans les recommandations, une chimiothérapie pour les stades avec des masses ganglionnaires plus volumineuses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des classifications, elle a été réactualisée en 2020 et on avait des taux de survie à 5 ans en 1997 pour les tumeurs de bon pronostic de l'ordre de 86% à 5 ans. Et aujourd'hui, les taux de guérison avoisinent les 95% pour les tumeurs de bon pronostic. Vous voyez que ces pronostics sont excellents. Par contre, en ce qui concerne les intermédiaires, eh bien, le pronostic est un petit peu moins bon, mais il reste quand même excellent. En 1997, on avait 72% de survie à 5 ans et aujourd'hui, avec les données actuelles, on est plutôt aux alentours de 88%.
Au vu de ces résultats de survie excellents, l'objectif, nous, des médecins, va être de diminuer les toxicités à long terme de l'ensemble de nos traitements avec un objectif de garder la même efficacité de nos traitements. Pourquoi? Parce que ces traitements de radiothérapie et de chimiothérapie eh ben, peuvent entraîner un certain nombre d'effets secondaires et on va parler des effets cardiovasculaires. Quand vous avez une radiothérapie en jaune à la fois en dessous et au-dessus du diaphragme, eh bien, vous avez des risques cardiovasculaires qui sont importants. Ça, c'est au cours du temps le risque évolutif du risque cardiovasculaire. Quand vous avez en bleu à la fois une chimio et une radiothérapie, vous avez des risques qui sont moins importants que la radiothérapie, mais qui existent quand même. Quand vous avez une radiothérapie lombo-aortique uniquement, les risques cardiaques diminuent de façon importante et on voit que la chirurgie a le moins d'effets secondaires à long terme au niveau cardiovasculaire et la chimiothérapie arrive juste derrière. Les produits de chimiothérapie qu'on utilise pour traiter ces malades sont basés sur du cisplatine. Le cisplatine, c'est une drogue fondamentale dans la prise en charge des tumeurs germinales. Ça a révolutionné le pronostic dans la fin des années 80. Et on sait que quand on augmente la dose de cisplatine, eh bien, vous avez un risque de second cancer qui est plus important. Lorsque vous augmentez les doses de radiothérapie, là aussi, vous avez avec le temps un risque de second cancer et en général, on ne dépasse pas 36 Gray pour la radiothérapie. Donc, on voit que toutes ces thérapeutiques, chimiothérapie et radiothérapie, peuvent induire un certain nombre d'effets secondaires à plus long terme et notre objectif va être de diminuer ces effets secondaires. Alors, les effets secondaires à plus long terme de la chimiothérapie, c'est les risques cardiovasculaires, on vient d'en parler, le syndrome métabolique, il y a des risques de syndrome de Raynaud, il y a des toxicités neurologiques qui peuvent être importantes pour certains malades et des autotoxicités. En ce qui concerne la néphrotoxicité aujourd'hui, avec les protocoles d'administration, on a beaucoup moins de toxicité rénale, mais n'empêche que chez les malades plus âgés, eh bien, on peut avoir une toxicité résiduelle au niveau rénal. Donc, on va se poser la question, pour qui va-t-on proposer une désescalade thérapeutique? Parce que vous avez compris qu'il n'est pas question de proposer une désescalade thérapeutique pour les malades qui ont une maladie de pronostic intermédiaire. On a déjà une survie à 88% et il est difficile aujourd'hui d'avoir de meilleurs résultats en diminuant l'intensité de nos thérapeutiques. Par contre, on peut envisager pour des malades ayant une évolution métastatique de petite taille avec des tumeurs de bon pronostic, donc des LDH inférieurs à 2,5 fois la normale, pour une évolution ganglionnaire comprise entre 1 et 3 cm, de proposer une désescalade thérapeutique et plusieurs études ont été réalisées. Tout d'abord, il y a eu des essais avec le carboplatine, hein, qui est un sel de platine. Ces études ont utilisé uniquement cette drogue sans autre drogue associée, 3 ou 4 cycles avec des AUC, c'est-à-dire des doses qui sont quand même assez importantes. Et cette monothérapie a montré des taux de rechute qui étaient difficilement acceptables, de l'ordre de 16%, alors qu'on est plutôt aux alentours avec une chimiothérapie standard de l'ordre de 5% et d'une radiothérapie pour des stades de 2A de l'ordre aussi de 5%. Ils ont essayé d'augmenter la dose avec des AUC 10. Alors, je vous avoue que nous n'en faisons pas en France des AUC 10 et ce sont des doses assez importantes avec des résultats effectivement qui semblent un petit peu meilleurs. Il y a une étude à la fois avec les Suisses et les Allemands qui ont fait une désescalade pour les stades 2A et les stades 2B en faisant un cycle de chimiothérapie par carboplatine suivi d'une radiothérapie complémentaire au niveau de la zone évolutive. La dose de radiothérapie était plus importante pour les malades qui avaient une taille ganglionnaire supérieure à 2 cm pour les stades 2B. Qu'est-ce que l'on observe avec les résultats, hein? Ce sont des études de phase 2 avec des petites cohortes. Eh bien, on observe que la survie sans progression est plutôt intéressante pour les stades 2A, de l'ordre de 95%, et pour les stades 2B, une survie sans progression de 92% à 3 ans, avec des résultats plutôt encourageants et une survie globale qui reste toujours très importante pour cette population.
Une autre étude en cours, là, a modifié un petit peu le schéma suite aux résultats qu'ils avaient eus. Donc, pour les stades 2A, ils ont prévu une chimiothérapie par carboplatine, un seul cycle suivi d'une radiothérapie, mais avec des doses un petit peu différentes, en diminuant la dose. Et pour les malades avec un stade 2B, ils ont prévu de faire un cycle de carboplatine et un cycle de P suivi d'une radiothérapie complémentaire. Et puis, il y a eu des essais, et il y a toujours des essais de la désescalade de la prise en charge avec la chirurgie. Alors, je vous rappelle que le curage rétropéritonéal est normalement recommandé pour les malades en post-chimiothérapie qui ont des masses résiduelles après chimiothérapie. Pour les stades 1 des non-séminomes, il y a eu beaucoup d'études sur l'intérêt du curage. On en est un petit peu revenu. Et aujourd'hui, se pose la question du curage pour les malades atteints d'un séminome, soit localisé, soit avec une atteinte ganglionnaire, avec aussi les nouvelles techniques de célioscopie et de robots assistés. L'objectif étant de diminuer la morbidité de ces curages et des effets secondaires potentiels de cette chirurgie si on ne conserve pas les nerfs de l'érection avec un risque d'éjaculation rétrograde. Eh bien, il y a eu pas mal d'études, surtout soit par les Allemands, soit par les équipes nordiques et aussi une équipe américaine. Donc, ça a concerné uniquement des malades avec des stades 2A, donc avec des petits ganglions, des stades 2B. Et quand on regarde le taux de rechute après un curage, c'est l'encadré en vert, eh bien on voit que selon les équipes, le taux de rechute est quand même important, jusqu'à 30%. Ils rechutent en général en dehors de la zone opérée, mais peuvent aussi rechuter dans la zone opérée. Donc ces chiffres de rechute restent plus importants qu'une radiothérapie ou une chimiothérapie. Donc il y a eu une approche un petit peu différente avec l'équipe du Sveno TK qui a évalué le curage chez ces malades et en cas d'envahissement ganglionnaire, les malades pouvaient recevoir une chimiothérapie post-opératoire par un cycle de chimiothérapie par BEP. Alors, on a 94 malades qui ont été traités, 26 avaient une chirurgie par robot et parmi l'ensemble de ces malades, 23 avaient reçu une chimiothérapie adjuvante. Et on voit qu'avec cette prise en charge d'une chirurgie suivie d'une chimiothérapie adjuvante, eh bien, le risque évolutif était moins important pour ces malades. Donc peut-être aussi une voie de discussion. Alors, les limites de l'ensemble de ces études, c'est qu'on a peu de données prospectives, que ça concerne des cohortes avec peu de malades et que le type de la voie reste effectivement à discuter. Aujourd'hui, la chirurgie n'est pas un standard pour les séminomes de stade 2, mais pour certains malades, on peut effectivement discuter une prise en charge chirurgicale en cas de refus d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie ou de problèmes personnels, de déplacement, etc., qui peuvent nécessiter une prise en charge un petit peu différente. En ce qui concerne la chimiothérapie, il y a eu aussi un essai français de désescalade de la chimiothérapie pour les malades avec une tumeur de bon pronostic. On reste toujours, hein, comme je vous l'ai dit, dans le bon pronostic. Ces malades pouvaient néanmoins avoir une maladie métastatique sus-diaphragmatique. On incluait les stades de 2C. Ils devaient tous avoir des LDH inférieurs à 2 fois la normale. Ils devaient tous avoir un PET scan qui montrait une fixation avec une AFP normale, l'HCG pouvant être élevé. Hein, c'est le seul marqueur qui peut être élevé chez les séminomes. Et dans cette étude, les malades, au lieu de recevoir un traitement standard de 3 cycles de BEP, bléomycine, étoposide, cisplatine, eh bien, ils recevaient au départ 2 drogues, l'association étoposide-cisplatine. Ils avaient de nouveau un PET scan après ces 2 cycles et en fonction de la réponse du PET scan, soit il n'y avait plus aucune fixation, eh bien, les malades recevaient un seul cycle de carboplatine, soit les malades présentaient toujours une fixation en PET scan et ils avaient 2 cycles supplémentaires de l'association étoposide cisplatine, donc 4 cycles au total. Je vous rappelle juste que pour la chimiothérapie, quand on ne peut pas faire de bléomycine pour avoir la même équivalence de dose, eh bien, au lieu de faire 3 cycles de BEP, on fait 4 cycles de l'association étoposide cisplatine.
Donc, une centaine de malades ont été inclus dans l'étude. C'était une étude de phase 2. Un tiers des malades avaient un PET scan qui était positif et ont reçu un traitement complémentaire par 2 autres cycles de P. Et puis, on a 71 malades qui avaient un PET scan négatif et qui ont reçu du carboplatine. Alors, l'objectif principal de cette étude, c'était d'évaluer la survie sans progression. Donc, on a regardé ça à 1 an, 2 ans et 3 ans. Alors, ce que l'on observe, c'est que dans le traitement standard, on a à peu près des chiffres assez classiques avec des taux de rechute de l'ordre de 10%. Et on voit au cours du temps que pour les malades qui ont une désescalade de la chimiothérapie, eh bien, il y a un risque évolutif qui persiste la deuxième et la troisième année avec à peu près 10% là aussi de rechute après un traitement de chimiothérapie. Il faut savoir que ces malades qui rechutent en général ont des taux de survie de l'ordre de 98% par la réalisation d'un traitement de rattrapage. Et nous n'avons pas eu de décès dans cette étude liée à la maladie, ni à la toxicité. D'ailleurs, vous voyez que la survie globale de ces malades est de 100%. Et là, vous avez à gauche la survie sans progression avec les 4 cycles d'EP ou les 2 EP plus un carboplatine. Donc, ces résultats ont été très encourageants et aujourd'hui, dans notre pratique, pour des malades avec une évolution ganglionnaire de plus de 3 cm, de bons pronostics, eh bien, on peut proposer cette association de 2 cycles d'EP suivis d'un carboplatine si les malades sont en réponse complète au PET scan. Voilà un petit peu la conclusion. Aujourd'hui, c'est vraiment passé dans notre pratique pour ceux qui ont l'habitude de prendre en charge les tumeurs germinales séminomateuses. Et je terminerai par une autre étude dont je suis la responsable, qui là s'intéresse aux séminomes avec des ganglions encore de plus petite taille, entre 1 et 3 cm. Et l'objectif de cette étude va être une vraie désescalade de l'ensemble des traitements. Ils vont recevoir un cycle de chimiothérapie par étoposite cisplatine, ils vont avoir un PET scan. S'il y a une négativation du PET scan, eh bien, ils vont être randomisés pour recevoir soit une radiothérapie, mais pas une radiothérapie lombo-aortique, ça va être un boost uniquement sur les zones ganglionnaires qui étaient envahies initialement pour diminuer le volume de l'irradiation, soit un cycle de carboplatine à UC7. Si les malades ont un PET scan qui reste positif, eh bien, on les traite de façon standard et on rajoute 3 cycles de P. Donc, cette étude a démarré il y a quelques mois, elle est en cours. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, je pense qu'on a la possibilité de faire des désescalades dans les tumeurs germinales séminomateuses. Il faut évaluer l'impact de l'efficacité, et ça c'est la chose la plus importante, car en aucun cas il faut qu'on diminue les chances de guérison de ces malades, le pronostic étant excellent. Il faut qu'on arrive à diminuer les toxicités à long terme de nos traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Et une porte ouverte est faite à la prise en charge chirurgicale pour ces malades. Je vous remercie. Merci Aude. Message reçu ici. On voit que effectivement la recherche clinique est aussi active dans les tumeurs, les tumeurs du rétropéritoine. C'est important parce que quand on va à l'ASCO GU, on a aussi à cœur de ramener les données sur ces sujets-là. On a l'impression d'être souvent très performant dans le traitement de ces patients. Alors, ça nécessite une organisation. Ce sont souvent des patients plus jeunes que dans les autres cancers dont on a parlé tout à l'heure et pour lesquels on est dans l'obligation de bien faire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est pour ça que le CCAFU et le GTUC collaborent de ce point de vue-là. Vous avez des remarques, François? Non. Moi, j'avais simplement une question un peu d'épidémiologie, d'organisation. C'est actuellement quand un urologue voit un malade porteur d'une tumeur, c'est une tumeur germinale, il est pris en charge dans quelle organisation dans son cabinet, dans un groupe multidisciplinaire, parce que ça doit passer évidemment par une consultation multidisciplinaire, mais est-ce que c'est dans les hôpitaux généraux, dans les CHU, dans les centres anticancéreux, comment ça se répartit? Alors aujourd'hui, les tumeurs germinales sont opérées par les urologues du public, du privé, et il y a une répartition assez homogène. Je pense que suivant les régions, la prise en charge va différer. Nous, en région Rhône-Alpes, j'ai essayé de fédérer un petit peu les urologues et l'objectif, c'est que ces dossiers soient discutés en RCP de recours.
Le plus souvent, après orchidectomie, ils sont envoyés à l'oncologue et en tout cas, moi, je prêche pour qu'il y ait un travail en commun entre les urologues et les oncologues et que le malade soit vu au moins par l'oncologue et en cas de décision de surveillance, qu'il y ait une surveillance qui soit faite en alternance avec les urologues. Enfin, c'est comme ça que moi, je procède ici dans la région Rhône-Alpes. Je travaille avec tous les urologues pour les tumeurs germinales de la région Rhône-Alpes et les malades me sont adressés pour les avis, pour les prises en charge et pour les décisions thérapeutiques et pour la surveillance qui est en général alternée. Alors, je ne pense pas que ce soit comme ça forcément dans toutes les régions. Je pense que ce sont des tumeurs rares qui doivent être tellement rares qu'il faut qu'elles soient vues par des gens qui en voient beaucoup. Ça va beaucoup, que c'est homogène. Et que ça soit homogène au niveau de la prise en charge. On n'y arrive pas encore dans certaines régions. Il y a certains urologues qui préfèrent travailler avec leurs oncologues généraux et de continuer à leur adresser. Souvent, eux m'appellent dans un second temps. Je pense qu'aujourd'hui, la prise en charge s'est améliorée ces dernières années, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveau l'inverse de ce qu'on voyait dans les années 90, c'est-à-dire une dispersion de la prise en charge. Très bien, merci. Voilà, s'il n'y a pas de questions pour le docteur Fléchon, on va conclure cette session. Merci Aude d'avoir pris de ton temps de discutation. On te laisse retourner à tes activités. À bientôt. On va conclure cette session donc, du comité de cancérologie et de l'affût. Les actualités de ce comité seront développées pendant le Congrès français d'urologie pour ceux d'entre vous qui souhaitent y participer, qui aura lieu en novembre. Et bien sûr, les nouvelles recommandations de l'AFU sont attendues en novembre 2024. Elles sont émises tous les 2 ans. Voilà, à très bientôt et merci de nous avoir accueillis pour ceux qui étaient en ligne et pour ceux présents physiquement à l'Académie. Voilà, et je pense que cette séance a été très intéressante parce qu'elle montre bien l'intérêt qu'on a au niveau de l'Académie de faire des choses communes avec les différentes sociétés savantes des différentes spécialités, parce qu'on voit, et on l'a vu très bien ici, dans le cadre de l'évaluation des nouvelles techniques, qu'on peut avoir et mettre en route et participer à la mise en route d'organisations nouvelles. Et en ce moment, ça bouge pas mal dans le cadre de l'innovation. Merci à tous et merci de votre présence.